me. He's more famous than me. Really looking forward to working with you. Let's take a picture. You know what I love about this? You could never tell they were rich. It's all so classy and understated. I'll make it up to you later. Make it up to me now. Let's find a room. They must have a few. You're so bad. Je suis pas comme vous, je suis pas vieille France. Non, vous sortez des idées. Donald Trump au cœur des séries américaines, Nicole Kidman troublante aux côtés de Hugh Grant et Agatha Christie revisitée en comédie musicale. C'est le menu de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% série avec vous, Sonia Patricelli. Bonjour. Bonjour Axel. Alors ce mois d'octobre, on va le voir ensemble, est très riche en séries. D'abord direction les États-Unis. Alors à l'approche de l'élection américaine, on va s'intéresser un petit peu à la politique très présente dans les séries du moment. Oui, effectivement, car si les humoristes, on s'en souvient, s'en sont donnés à cœur joie en imitant le président américain Donald Trump, sa mèche blonde et ses tics de langage, je dirais que les séries sont restées politiquement prudentes. Peu d'attaques directes, à l'exception de la série The Good Fight. Pour autant, les séries américaines ne se sont absolument pas privées de questionner, de critiquer ou même de se moquer de la politique de ce premier mandat du président Trump. Axel, vous avez d'ailleurs pu vous pencher sur le sujet. Regardons. Véritable miroir des années Trump, les séries politiques américaines frappent par leur liberté de ton. Presque toutes anti-Trump, elles le sont souvent par un biais détourné. La plus récente, la mini-série The Comey Rule, est l'adaptation du brûlot de James Comey, l'ancien chef du FBI, raconte le fonctionnement difficile de la célèbre institution lors de l'élection de 2016. Il enquête avec ses équipes sur l'affaire des mails piratés d'Hillary Clinton et sur les accusations de fraude avec la Russie. Un an après l'élection, il sera viré par le locataire de la Maison-Blanche. Mais c'est surtout The Good Fight qui tacle ouvertement Donald Trump et la politique de la Maison-Blanche. Cette chronique d'un cabinet d'avocats de Chicago est une véritable satire politique. Drôle et subversive, elle prend de front l'actualité américaine. Une liberté de ton qui, d'après certains, a conduit son diffuseur CBS à faire certains choix radicaux. Ils l'ont diffusé en plus l'été, ce qui est une période un peu plus tranquille aux États-Unis, ils ont fait exprès. Et en fait, c'est très intéressant de savoir qu'ils n'ont pas diffusé les 2 autres saisons pour l'instant. Parce qu'en fait, plus la série avance, plus elle est anti-Trump. Et je pense qu'ils ont eu un peu peur que ça passe mal auprès de leur public ou auprès de l'administration, de la Maison-Blanche. À l'autre bout du spectre, peu de séries sont ouvertement pro-Trump ou favorables au camp républicain. Traditionnellement, Hollywood vote démocrate, ses producteurs et ses scénaristes aussi. D'autres séries ne s'attaquent pas directement à la Maison-Blanche, mais elles résonnent fortement avec l'actualité et le monde de demain. Je trouve que c'est des séries qui essayent, en fait, qui taclent un peu indirectement, qui pointent du doigt en fait des problèmes de société qui en fait au final sont actuels. Qui le font à travers la dystopie par The Handmaid's Tale, à travers un récit de prisonnière avec The Orange is the New Black ou un récit de plus ou moins super-héros avec Watchmen. Mais oui, c'est une façon aussi de montrer que il y a des soucis dans notre société, que peut-être le monsieur qui pose les soucis, il est à la présidence des États-Unis. Des questions essentielles aux États-Unis en particulier, mais pas seulement, et surtout très actuelles, comme les violences policières et le racisme anti-noir dans Watchmen, ou les droits des femmes et le danger des groupes religieux fondamentalistes dans Handmaid's Tale. Sa 4e saison est en cours de tournage, diffusion prévue en 2021. Alors on reste dans les séries américaines avec le très attendu The Undoing qui va sortir le 26 octobre sur la chaîne OCS. Alors elle n'est pas encore sortie et déjà on entend beaucoup parler, notamment grâce à son casting qui est très prestigieux. Oui, casting alléchant sur le papier qui a fait tout de suite teinter mon Hollywoodomètre. Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez, Donald Sutherland. On est donc alléché sur le papier par la proposition. Voici le pitch dans la haute bourgeoisie new-yorkaise. Les Frasers, donc Nicole Kidman et Hugh Grant, forment le couple idéal avec leur hôtel particulier face à Central Park. Leur fils qui est scolarisé dans une très chic école à $50,000 l'année. Ils sont riches, heureux et puissants, mais le meurtre sauvage de la mère d'un élève boursier va faire exploser ce joli conte de fées moderne
qui nous questionne sur la famille parfaite. Existe-t-elle vraiment ? I had this idea of what a perfect life looked like. What's going on? Grace, she was found dead. What? This story will explode. How well did you know the victim? Why were you there that night? Grace, what the devil is going on? Is he back yet? How well did you know the victim? Why were you there that night? Is he back yet? I don't want to know. You don't want to know, or you already do know? Alors, on venait de quitter Nicole Kidman en femme battue, mais avocate battante dans Big Little Lies. Alors, la voici de nouveau confrontée à de nombreux secrets dans son entourage. Oui, et on ne se lasse pas pour autant de ce rôle de Nicole Kidman, car elle trimballe avec brio son aura mystérieuse et glamour depuis le sulfureux Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. J'ai beaucoup aimé voir Hugh Grant dans ce rôle de médecin oncologue déroutant. Les producteurs devraient faire plus souvent appel à cet acteur dans des rôles à contre-emploi de son profil de serial lover. On est clairement plongé dans un thriller psychologique avec The Undoing, dans lequel les flashbacks contribuent à nous interroger sans qu'on devine s'il s'agit de l'imagination du personnage ou de réels souvenirs refoulés. Les rebondissements sont nombreux également et pas toujours à la dernière minute de la fin de l'épisode, ce qui a le don habituellement de m'agacer. C'est aussi une série qui explore assez bien l'abîme et les incompréhensions qui peuvent séparer l'upper class blanche de New York, de Manhattan, des familles latino de Brooklyn, à travers les fantasmes du personnage de Nicole Kidman et les interactions qu'elle peut avoir avec les personnes de la vie réelle, les juges, les avocats, les policiers. Je conseille fortement. Votre recommandation. Alors on passe maintenant à une série française, une série à succès qui va changer de look, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Alors expliquez-nous ce qu'il en est. Oui, bien après 7 ans et 27 épisodes qu'on peut considérer comme des films tellement c'est soigné, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie s'arrêtent dans leur décor des années 50 et avec leur trio d'acteurs que l'on a tant aimé, Samuel Labarthe, Élodie Franck et Blandine Bellavoir qui incarnaient Alice Avril, une série qui pour moi a vraiment renouvelé la façon de raconter les intrigues de la reine du crime avec un ADN très particulier mélangeant la comédie et le polar. Rassurez-vous, la série va continuer mais à une autre époque, donc dans les années 70 et avec d'autres acteurs. En attendant, France 2 nous propose ce vendredi un épisode final sous forme de comédie musicale intitulée Un cadavre au petit déjeuner. La comédie musicale, un choix étonnant souhaité depuis longtemps par la vibrillonnante Alice, Blandine Bellavoir dans la vraie vie, que nous avons jointe pour en savoir plus. On aurait dû couper les jambes, mais c'est cruel et sali. La prochaine fois que je ramène un homme, je prendrai un nègre comme 3 pommes. On s'est dit, partons sur une comédie musicale. Je harcelais la productrice depuis des années pour qu'on fasse un truc un peu made in France. Et j'ai gagné parce que je harcèle les gens extrêmement bien. C'est une de mes capacités, une grande compétence. Et donc, un épisode a été entièrement écrit. Donc, il y a une douzaine de chansons, des chansons qui sont un peu dansées quand même. Après, pour moi, c'était un joli défi parce que je venais d'accoucher. Alors, il a fallu évidemment faire un petit peu d'activité physique. C'était assez épique. Autant vous dire que c'est pas facile de venir d'accoucher, d'allaiter et de faire des claquettes en même temps. Bon, faut pas porter l'enfant en même temps, c'est sûr. Quoique ça berce vachement bien et que les musiques sont assez sympathiques. C'est très joyeux. Alors, on termine avec une autre série phare de France 2, 10%, qui revient pour une 4e saison le 21 octobre.
Oui, série centrée sur les agents artistiques de l'agence parisienne ASK, donc qui gère des contrats de stars et qui entre dans une période tourmentée avec le départ de Mathias de la direction. Que va-t-il faire? Va-t-il partir avec ses talents? C'est une des interrogations de l'équipe menée par Andrea, jouée par Camille Cotin. Le personnage principal, donc Andrea, est devenue mère de famille d'une petite Flora et elle a bien du mal à assumer son emploi à plein temps avec son rôle de maman. Principe de la série, donc 10%, avoir des guests, des invités qui jouent leur propre rôle. Et dès le premier épisode, on nous propose Charlotte Gainsbourg, bien embêtée de devoir jouer dans le film d'un ami d'enfance, et Mimi Mati, en colère après les agents d'ASK. Je n'en dirai pas plus. On verra aussi d'ailleurs dans cette 4e saison l'actrice américaine Sigourney Weaver. Alors, vous nous en dites pas plus, mais dites-nous quand même pourquoi est-ce qu'on devient accro à cette série? Eh bien, pour son authenticité, pour ses dialogues piquants, pour ses intrigues et l'immersion dans le monde du cinéma et des séries. C'est une idée, 10%, qui est née dans la tête d'un ex-agent de star, Dominique Besnéard, à partir de ses souvenirs, et les personnages sont inspirés de personnes de la vie réelle. Par exemple, Camille Cotin, Andrea dans la série, s'inspire d'Elisabeth Tanner, toujours en activité aujourd'hui. C'est vraiment pour moi ce qui fait le sel de cette série. Depuis 2015, elle a aussi su mettre en avant ses seconds rôles au premier plan. Je pense à des actrices comme Laure Calamy ou à l'acteur Nicolas Maury, qui sont devenus depuis incontournables dans la série comme au cinéma. Et il se dit qu'il y aura peut-être, on l'espère en tout cas, une 5e saison. Bon, on attend ça. Merci beaucoup, Sonia Patricelli. Merci. Et à une prochaine. Merci à tous et merci à tous ceux qui nous ont aidés pour la préparation de cette émission, qui est à retrouver sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte donc avec quelques images de 10%. À très bientôt. C'est bon ça. C'est très très bon. Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse. Du coup, joue moi. Même le Take Une Larme, à la fin, il n'était pas écrit, hein. Pourquoi j'ai regardé la caméra, là? C'est ça la vie, tu vois. Et pourquoi j'aurais besoin de t'imposer? Je reste à Paris. J'aimerais bien lire le scénario. Les gens de ce métier m'étonneront toujours. Oui, mais quand même.